Salut à tous les investisseurs et bienvenue sur la chaîne C'est Finance. Quand on parle du S&P 500, la première chose qui nous vient à l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est uniquement les États-Unis, n'est-ce pas? En fait, les 500 plus grandes entreprises américaines représentent pas uniquement les États-Unis, mais sont quelque chose de beaucoup plus hétérogène. Euh, Si on pense que le S&P 500 est une vision uniquement américaine, on se trompe. Restez avec moi car aujourd'hui, on va démystifier la véritable portée géographique du S&P 500 et pourquoi il n'est pas uniquement concentré sur les États-Unis. Alors, tout d'abord, pour celles et ceux qui me rejoignent, un rapide rappel. Le S&P 500 est un indice boursier qui regroupe les 500 plus grandes sociétés cotées sur les bourses américaines. Il est souvent considéré comme le meilleur indicateur pour la santé économique des États-Unis. Mais attention, coté sur les bourses américaines ne signifie pas uniquement opérant aux États-Unis. Je vais vous montrer plusieurs éléments. Donc, il y a tout d'abord une première notion que beaucoup de personnes oublient en parlant du S&P 500. C'est que les entreprises américaines sont des entreprises multinationales. Et c'est là que réside toute la subtilité. Les entreprises du S&P 500 ne sont pas simplement des entreprises américaines, ce sont des multinationales gigantesques, des empires mondiaux. Prenez Apple par exemple. Oui, son siège est en Californie, mais où sont fabriqués ses produits? C'est fabriqué par exemple en Chine chez Foxconn, où sont vendus la majorité des iPhones, majoritairement en Asie, mais partout dans le monde. En Asie, en Europe, en Amérique latine. Je vais maintenant vous montrer, j'ai pris plusieurs entreprises pour vous montrer un peu la répartition des revenus selon les pays de destination. Donc on va commencer par une des entreprises américaines les plus célèbres. Donc Apple, comme vous pouvez le voir, elle réalise environ 37% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, mais elle réalise aussi un quart de son chiffre d'affaires en Europe. Une partie aussi, quasiment un quart de son chiffre d'affaires sur la partie Asie, entre la Chine, le reste, l'Asie Pacifique et le Japon. Et puis après, une toute petite partie de son chiffre d'affaires dans les autres Amériques hors États-Unis. Vous voyez donc qu'il y a seulement 37% de son chiffre d'affaires qui est fait aux États-Unis. Son chiffre d'affaires étant composé majoritairement de l'iPhone, mais pas uniquement. Il y a beaucoup de nouveaux services que Apple essaye de mettre en place, comme par exemple toutes les prestations de services, et puis tout ce qui est aussi système de Mac, iPad, et puis tous les accessoires de maison, par exemple les montres, les Apple Watch. Si je poursuis sur une autre entreprise américaine extrêmement célèbre, j'ai envie de vous parler de Coca-Cola. Coca-Cola, donc, elle réalise environ 70% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Donc, on voit que c'est uniquement un tiers de son chiffre d'affaires qui est fait aux États-Unis. Le reste de son chiffre d'affaires, c'est au niveau du monde entier. En sachant que Coca-Cola, l'univers Coca-Cola est vraiment très grand. Et ça comprend Fanta, des boissons Sprite et des boissons aussi non gazées. Une autre entreprise aussi américaine qui est dans tous les foyers français, c'est Procter & Gamble. Donc Procter & Gamble, ils font environ 50% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis et 50% à l'international. Donc Procter & Gamble sont vraiment la moitié de leur entreprise, de leur business à l'étranger. Procter & Gamble font beaucoup de choses pour la maison, pour la santé, les soins bébés, voilà, et des marques très 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 connues. Et enfin, une entreprise américaine, je pense, qui va être vraiment parlante pour le grand nombre de personnes qui m'écoutent, c'est McDonald's. Ils font environ 40% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc la majorité de leur chiffre d'affaires est fait à l'étranger. Par exemple, le deuxième marché mondial pour McDonald's est la France, avec le plus grand nombre de magasins. Mais voilà, McDonald's opère dans
dans une très grande majorité des pays dans le monde. Et donc le chiffre d'affaires est très peu concentré aux États-Unis. Et moins concentré aux États-Unis que ce qu'on peut penser. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est important pour l'investisseur? En effet, quand on investit dans un ETF S&P 500, par exemple le ETF de Vanguard VUAA, on n'investit pas donc uniquement sur l'économie américaine, mais on investit dans les marchés internationaux parce que ces entreprises américaines, comme je viens de vous l'expliquer, sont diversifiées et possèdent beaucoup d'entités qui font du chiffre d'affaires dans les pays étrangers. Si je poursuis, donc en règle générale, avec les données historiques qu'on a, le S&P 500 génère environ 40 à 45% de ses revenus hors des États-Unis. Donc c'est presque la moitié, en sachant que les entreprises, les 7 magnifiques, donc les GAFAM réalisent quasiment entre 50 et 70% de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Tout ce qui est Alphabet, Microsoft, Nvidia, Tesla. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et ces entreprises fonctionnent énormément à l'étranger, plus que ce qu'on en pense. Par exemple, Amazon possède énormément de services en Inde, donc avec son service de AWS, Amazon Web Services. Et donc voilà, quand on investit dans Amazon, en fait, on investit dans le monde entier. Donc, par rapport à votre stratégie d'investissement, il ne faut pas sous-estimer l'exposition du S&P 500 au monde. En effet, j'entends beaucoup de gens dire que quand on investit dans le S&P 500, on est uniquement concentré sur les États-Unis, ce qui est en partie vrai. En effet, les États-Unis, il ne faut pas sous-estimer l'exposition internationale aux États-Unis. En somme, le S&P 500, c'est un peu un cheval de Troie de la globalisation, parce qu'il offre une exposition internationale sous l'apparence d'un indice purement américain. C'est pour ça, je ne pense pas dans mon cas personnel, mais ce n'est pas un conseil d'investissement, que un ETF, un fonds indiciel monde et apporte plus de diversification qu'un S&P 500, comme je viens d'expliquer les dernières minutes. Et aussi parce que quand on achète un ETF monde, par exemple cet ETF de chez Vanguard, le Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares, il y a 61%. Quand on achète 100 € de cet ETF, on va acheter 61 € de S&P 500. Et puis après, on va acheter les 40 autres euros du monde entier. Mais voilà, on va investir dans quasiment 2/3 de son argent dans un S&P 500 en fait. Et on sait avec les données historiques des 50, 100 dernières années que ça a été le marché nord-américain qui a le plus performé, surtout sur les 30 dernières années avec la montée de tout ce qui est technologie en partant de Internet, et puis avec les différentes évolutions des smartphones, avec l'iPhone d'Apple par exemple, et puis maintenant depuis 2022 l'intelligence artificielle. J'espère que cette vidéo vous a permis de voir le S&P sous un nouvel angle. Si vous avez appris quelque chose sur cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager. N'hésitez pas à marquer vos commentaires sur cette vidéo, ça me fera plaisir d'y répondre. Et surtout, ce qui est important, c'est de vous abonner à la chaîne C-Finance pour ne rater aucun autre conseil, analyse financière que je vais faire. Et puis, dites-moi en commentaire si vous aviez confiance de cette dimension globale du S&P 500. Et puis, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!